Chers profs, cher public LASPAD, bienvenue dans votre programme LASPAD Séminaire. Nous sommes ravis de poursuivre notre cycle séminaire portant sur les relations russo-africaines. Le LASPAD est un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal. Ce laboratoire impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le laboratoire de l'ASPAD accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les séminaires de l'ASPAD répondent à un double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Permettez-moi de me présenter. Je suis Salif Dieng, vacataire et doctorat en lettres, sciences humaines et de l'éducation à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je prépare une thèse de doctorat portant sur mobilité internationale, conditions de vie et d'études de migrants étudiants africains à Moscou. Nous travaillons sur les relations russo-africaines dont notre thème aujourd'hui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie, enjeux, conséquences et perspectives. Nous chercherons à retracer ces objectifs entrelacés, complexes, rendre le conflit difficile à résoudre et souligner les tensions géopolitiques persistantes entre la Russie et l'Occident. Pour mieux appréhender cette invasion, nous accueillons aujourd'hui le professeur Catherine qui nous a fait l'honneur d'être notre intervenant dans ce panel. Bonjour professeur Catherine. Oui, Catherine de Venden, bonjour. Voilà, je crois qu'il est à l'heure. Prof. Catherine est la directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, affiliée à la Fondation nationale des sciences politiques et au Centre de recherche internationale. Prof. Catherine nous fera aujourd'hui un séminaire sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, enjeux, conséquences et perspectives. Après sa présentation de 40 minutes, nous lui poserons quelques questions. Professeur Catherine, la parole est en vous. Je vous remercie. Bonjour, c'est moi qui vous remercie de m'inviter dans ce cycle de séminaires de relations internationales. Effectivement, je suis chercheur dans un centre de relations internationales qui s'appelle le CERI à Sciences Po, comme ça a été rappelé, et je travaille surtout sur les migrations internationales. Donc c'est plutôt sous cet angle-là que je traiterai de la question ukrainienne, puisque aujourd'hui, enfin le 24 février, très exactement il y a 4 jours, il y a eu l'entrée de l'Ukraine en guerre contre la Russie, donc quatrième année de guerre qui commence depuis ce 24 février, et ça va être le sujet de notre exposé aujourd'hui. Alors, tout d'abord, à cette occasion de cet anniversaire, si j'ose dire, pour l'Ukraine, il y a eu Volodymyr Zelensky qui a remercié ses compatriotes ukrainiens en disant 3 ans de résistance, 3 ans de gratitude, 3 ans d'héroïsme absolu des Ukrainiens, et il remerciait aussi tous ceux qui défendent et soutiennent son pays dans la guerre contre l'Ukraine. Il a appelé à une paix réelle et durable au cours de l'année 2025, et il a dit qu'il pouvait mettre en balance son propre poste, puisque le président Trump avait dit que c'était un dictateur sans élection si l'Ukraine entrait à l'OTAN. Donc c'est la réponse qu'il a fournie à Donald Trump. Et actuellement, donc, se discute l'avenir de l'Ukraine entre les États-Unis et Moscou, en absence de l'Ukraine, en absence de l'Europe. Et à la demande de Donald Trump, Kiev doit échanger ses minerais contre une protection américaine. Un accord est en cours de finalisation sur ce point. Donc, en fait, pour l'Ukraine, je rappelle un petit peu ce conflit. L'Ukraine a fait partie de l'URSS et de la Russie. La naissance même historique de la Russie, c'est en Ukraine, à Kiev. Faut pas l'oublier, notamment de l'orthodoxie.
Pendant très longtemps, l'Ukraine n'était pas distincte de la Russie, ça faisait partie de l'Empire russe, puis ensuite de l'URSS. Khrouchtchev, qui lui-même était ukrainien, pour remercier les Ukrainiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, avait proposé et acquis que la Crimée soit ukrainienne, puisque la Crimée sur la mer Noire est entre la Russie et l'Ukraine. Et à partir des années 1990, quand il y a eu la redéfinition des frontières de la Russie, une frontière a dû être dessinée entre l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est le début de la CEI, la communauté des États indépendants, et un certain nombre d'anciens membres de cet ensemble qui était une fédération, est devenue donc autonome et indépendante. Indépendante surtout, je parle des États baltes, je parle de l'Ukraine, je parle des pays d'Asie centrale, du Sud-Caucase, et donc tous ces pays ont fait partie, sauf ceux qui sont entrés dans l'Europe, notamment les États baltes, de la communauté des États indépendants, dont l'Ukraine. Donc, la définition d'une frontière entre l'Ukraine et la Russie a été un peu complexe, puisque l'Ukraine faisait partie de la Russie et beaucoup d'Ukrainiens se définissaient comme russes, se sont définis aussi comme soviétiques, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une partie de l'Ukraine est restée russe ou attachée à la Russie, de religion orthodoxe, d'ailleurs comme les Ukrainiens. Et la difficulté du débat que l'on a aujourd'hui, c'est aussi un débat qui existe dans les États baltes, mais eux, ils sont entrés dans l'Union européenne, c'est finalement que faire des Russes qui sont sur le territoire de l'Ukraine, que faire des Russes qui sont sur le territoire de la Lettonie, surtout de la Lituanie. Il y a 33% de Russes en Lettonie, il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, donc, toute la région aujourd'hui est de l'Ukraine est souvent, disons, d'allégeance russe, et c'est toute la difficulté du conflit. Alors, Vladimir Poutine, qui semble-t-il rêve de reconstituer une partie de l'Empire russe et de l'ex-URSS, donc a décidé d'envahir l'Ukraine, donc il y a très exactement 3 ans, en février 2022. Et depuis, l'Ukraine est en guerre donc contre la Russie, dans un contexte extrêmement difficile, parce que l'Ukraine, je rappelle, ne fait pas partie de l'OTAN. L'Ukraine serait candidate à l'Union européenne, mais pour l'instant, elle n'est pas dans l'Union européenne, et elle tourne bien sûr les yeux vers l'Europe, mais l'Europe elle-même est assez timide et s'est montrée timide dans ce contexte-là. Et donc aujourd'hui, la question est réglée depuis l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Pour l'instant, entre l'URSS, enfin l'ex-URSS, c'est-à-dire dans cette approche très soviétique de Vladimir Poutine, et des États-Unis, dans une approche extrêmement autoritaire, donc que l'on peut considérer comme non démocratique, puisque les Ukrainiens ne sont pas concernés, et les Européens qui considèrent que l'Ukraine est partie prenante de l'Europe tout en n'étant pas dans l'Union européenne, devrait être beaucoup plus, disons, présent dans ce débat. Alors, pour rappeler un peu l'exode des Ukrainiens, plus de 6 500 000 Ukrainiens ont fui la guerre depuis ces 3 ans et sont toujours en exil, surtout des femmes et des enfants, puisque beaucoup d'hommes, au-delà même de l'âge de la conscription, sont partis au combat. Moi-même, je fais cours d'ailleurs à Sciences Po, souvent aux femmes d'ailleurs, qui étaient inscrites dans des programmes de partenariat avec Sciences Po bien avant le début du conflit, et je leur fais un cours bénévole, 24 heures de cours, donc entre septembre et octobre, où on parle non pas du conflit ukrainien, qu'ils connaissent mieux que moi,
mais des relations, des migrations internationales dans ce contexte-là. Alors, ce chiffre de 6 500 000 est un des records pour les réfugiés dans le monde. C'est le chiffre de l'exode des Afghans, il ne faut pas l'oublier, entre 1979, le début de l'invasion soviétique en Afghanistan, jusqu'à aujourd'hui. 6,5 millions, c'est la Syrie aussi. 4 millions d'entre eux sont allés en Turquie, 1 million au Liban et 1 million en Europe depuis 2015 notamment. Et c'est à peu près le chiffre aussi des Vénézuéliens qui ont quitté leur pays pour aller se réfugier en Colombie. Donc si on a, et aussi aujourd'hui des Soudanais, ils ne sont pas 6 millions 5, mais près de 4 millions donc ont quitté leur maison pour aller se réfugier en Égypte, au Tchad, en Ouganda, dans le conflit qui aujourd'hui agite ce pays de façon assez dramatique. Donc on est dans les sommets en termes chiffrés des départs de réfugiés avec le conflit ukrainien. Parmi les pays qui ont accueilli les Ukrainiens, il y a d'abord la Pologne et ensuite l'Allemagne. Pourquoi la Pologne? La Pologne a changé de territoire géographique, une sorte de translation de l'Est vers l'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier qu'une partie de l'Ukraine d'aujourd'hui était la Pologne d'hier, notamment la région occidentale de l'Ukraine, c'était la Pologne. Et de même qu'une partie de la Pologne d'aujourd'hui était l'Allemagne d'hier, c'est-à-dire la Prusse orientale et la Silésie, la Poméranie, la ville de Gdansk, par exemple, sur les bords de la Baltique, ainsi que Kaliningrad, qui était Königsberg. Donc on a une sorte de translation d'est en ouest de ces régions, et une partie des Ukrainiens d'aujourd'hui sont des Polonais d'hier, et le sud de l'Ukraine, qui s'appelait la Galicie, a appartenu plus lointainement dans le passé à l'Autriche-Hongrie. Hein. On a une rue de la Galicie, par exemple, à Vienne. Donc, en fait, une partie des Hongrois d'Ukraine, parfois, ont demandé avec succès la nationalité hongroise pour 1,1 million à M. Orban, qu'ils ont obtenu, ce qui leur permet d'avoir un passeport européen. Et les Polonais donc ont été très accueillants au début avec les Ukrainiens, parce que pour eux c'était des voisins, des cousins, etc., avec un certain souvenir du passé. Alors que la Pologne avait été extrêmement dure pour l'accueil des Syriens, faut pas l'oublier. En 2015, l'Europe avait considéré qu'il y avait un manque de solidarité entre l'Est et l'Ouest de l'Europe pour l'accueil des réfugiés syriens, puisque la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie avaient accueilli très très peu de réfugiés syriens. Donc ces réfugiés ukrainiens, ils ont été accueillis par les pays voisins, et notamment par la Pologne au début, par la Moldavie, par une partie de la République tchèque, le nord, la Hongrie, et ensuite par l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a accueilli le plus grand nombre d'Ukrainiens, donc pour ceux qui sont partis, ce qui explique surtout le fait que les Ukrainiens sont allés en Europe de l'Ouest, outre la Pologne qui était leur voisin, dans des pays où ils étaient déjà implantés auparavant. C'est-à-dire qu'on avait une immigration de travail ukrainienne en Italie, en Espagne, en Allemagne, dans les pays du Benelux, qui étaient des gens qui travaillaient dans le bâtiment, qui travaillaient pour les femmes beaucoup la garde des personnes âgées. Et donc, ce phénomène d'implantation antérieure d'une immigration de travail a été un point d'ancrage pour l'arrivée des Ukrainiens en Europe. En France, on a accueilli très peu d'Ukrainiens, seulement 4% par exemple,
parce que les Ukrainiens n'étaient pas très présents en France avant le déclenchement du conflit, et donc ils sont venus là où ils avaient déjà une diaspora dans les pays d'Europe de l'Ouest et puis en Pologne du fait du voisinage. Alors, en réalité, pour la Pologne, par exemple, l'arrivée des Ukrainiens, la Pologne étant le deuxième pays d'accueil, comme je vous le dis, derrière l'Allemagne, ça a été plutôt une aubaine dans un pays en croissance, donc un moteur pour l'activité. Sur fond de campagne électorale présidentielle, ils font l'objet aujourd'hui d'une hostilité croissante malgré tout du fait de la persistance du conflit. Ensuite, aujourd'hui, dans le débat, il y a non seulement la question bien sûr, de l'ensemble du territoire, mais surtout de la Crimée. Il ne faut pas oublier que la Crimée, ça a été c'était un peu la côte d'Azur des Russes, et puis avant la Révolution, pendant la période soviétique, après avec la nouvelle Russie, si j'ose dire, et ça a été très mal vécu en Russie. Moi, j'y suis allée très souvent, invitée par des professeurs de diverses universités, et donc qui disaient que pour eux, la perte de la Crimée, c'était quelque chose de assez dramatique, et l'Ukraine, donc, ayant été gratifiée par Khrouchtchev de ce territoire qui était considéré comme russe auparavant. Donc, la question de la Crimée occupe une place particulière et à cause de son passé russe, et elle a été donc annexée par Moscou en mars 2014, alors qu'elle faisait partie intégrante de l'Ukraine depuis son indépendance en 1991. Ensuite, il y a eu la révolution de 2014, il ne faut pas oublier, en Ukraine, et puis surtout aujourd'hui, donc une très forte mobilisation de la population, et on aurait tendance à dire que le sentiment d'identité nationale ukrainien a été renforcé, ravivé, avec l'action aussi de M. Zelensky à cause de l'invasion soviétique et russe ensuite qu'ils ont eue. Et l'invasion russe d'aujourd'hui a joué sur une histoire soviétique qui insistait sur le fait que les Ukrainiens auraient été des nazis. Une partie d'entre eux, comme dans beaucoup de territoires, effectivement, ont pu pactiser avec les nazis contre l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. C'est vrai aussi dans les États baltes, que je connais mieux, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité historique. Certains, bien sûr, mais ce n'était pas la majorité. Donc on a une sorte d'histoire qui est transformée, un petit peu mythifiée sur le fait que les Ukrainiens seraient des nazis. Et c'est un peu sur ce thème-là que la Russie est venue envahir l'Ukraine récemment, donc depuis 3 ans. Et c'est un thème qui a pris auprès des Russes en disant c'est des ennemis, c'est pas des gens comme vous, puisqu'ils sont pas les héros de la défense de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il faut surtout les sanctionner parce que ce sont des nazis. J'insiste beaucoup sur ce thème qui a été utilisé politiquement pour revenir donc à ce qu'était l'Union soviétique, puis la Russie, incluant l'Ukraine dans le passé. Alors l'Ukraine, c'est quand même un grand pays. Il ne faut pas oublier que, bien sûr, la Russie est un immense pays, mais l'Ukraine aussi, c'est assez peuplé. C'est un pays qui a peut-être le troisième pays pour sa surface en Europe, après la France et l'Espagne. C'est à peu près l'équivalent comme taille, avec une population importante, avec beaucoup de ressources. Aujourd'hui, c'est ce qui se négocie à la demande de Donald Trump avec la Russie, surtout pour acquérir les ressources de l'Ukraine, donc en échange de l'arrêt des conflits. On a tendance à penser, vu d'Europe, que la mobilisation ukrainienne a été remarquable, hein, remarquable,
avec une résilience considérable, hein. Les gens ont vécu dans les stations de métro, ils ont vécu avec leur ville complètement démolie, par exemple. Malgré tout, il y a toujours une forte mobilisation. Moi, je fais des cours à Sciences Po par Internet, comme ici, à des femmes surtout, hein, puisque les hommes de l'âge de faire des études sont au front. Donc, l'Ukraine a suscité l'admiration en Europe, mais malgré tout, l'Europe s'est révélée incapable et peut-être pas complètement volontaire de s'armer. Maintenant, c'est ça qui est au programme, si j'ose dire, de s'armer dans le conflit. Les pays européens ont livré, bien sûr, des armes, mais ils ne sont pas intervenus directement dans le conflit pour l'instant contre les Russes. Aujourd'hui, donc, il y a une tentative de discours européen à la fois de la présidente de la Commission européenne, d'Emmanuel Macron, aussi de l'Allemagne, avec le nouveau chancelier en disant il faut avoir se remilitariser et avoir des budgets de défense beaucoup plus importants pour être capable d'intervenir en Ukraine contre la présence russe sur le territoire. Donc les dégâts sont immenses, comme on a pu le voir dans la presse et à la télévision. Aujourd'hui, le débat, c'est faut-il arrêter le conflit? Qu'est-ce qui va être négocié? Est-ce que ce sont les ressources de l'Ukraine qui vont être soldées, si j'ose dire, pour arrêter le conflit, ce qui est le souhait de Donald Trump, par exemple, ou alors est-ce qu'il faut continuer pour rester mobilisé contre la présence russe sur le territoire. Voilà un peu le débat tel qu'il se présente aujourd'hui. On ne connaît pas pour l'instant l'issue de cette affaire qui est assez dramatique puisque c'est un conflit qui est en train d'être traité sans les principaux intéressés. C'est ça qui est contraire aux relations internationales. Les Ukrainiens sont absents du traitement de leur propre pays et de leur propre population. Il y a une petite partie de la population qui concerne des gens qui sont pro-russes, mais c'est l'essentiel de ceux qui sont tout à fait à l'est de l'Ukraine, du Donbass, parce que la frontière n'existait pas. Mais pour le reste, en Europe, en tous les cas, on considère que l'Ukraine doit être un pays indépendant, que les Ukrainiens doivent vivre sans l'occupation russe, sans qu'on vive sur la mémoire soviétique du fait que c'était des nazis, ce qui historiquement est faux pour l'ensemble de l'histoire de l'Ukraine, et que l'Europe doit venir au secours de l'Ukraine. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle doit entrer dans l'OTAN, ce qui lui permettrait une plus grande protection, notamment militaire, et à quelle échéance elle pourrait candidater dans l'Union européenne. C'est un grand pays, donc ça suppose une remise à niveau importante du point de vue économique, mais en même temps, c'est un atout aussi démographique donc économique pour l'Europe. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Ce qui choque le plus, c'est le règlement d'un conflit sans les Ukrainiens et en donnant une image, disons, altérée des efforts qui ont été déployés par son président, qui a été quand même assez remarquable, si j'ose dire, dans la défense des intérêts de son pays. D'accord, merci beaucoup, prof. Je pense Excusez-moi que pour les bruits, mais en ce moment, c'est la fin des vacances scolaires et mes petits-enfants sont arrivés en furie, ouais, rentrant du jardin public en courant chez moi. prof, merci pour la clarté et les informations fournies concernant ce panel. Et bon, je pense que ça fait l'occasion aussi, peut-être la directrice, peut-être elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et je pense qu'on peut ouvrir, ou bien on peut Oui, se tout à fait, lancer le au niveau débat, des oui. questions. Oui, on peut ouvrir le débat. Bon, les participants aussi ont l'opportunité de poser leurs questions sur le chat, ou bien s'il y a des contributions, ils peuvent aussi lever la main, comme ça on les impose. D'accord. Bon, d'accord. La première question que je vais vous poser, c'est
avec les sorties récentes de Donald Trump, aussi avec l'arrivée de Donald Trump, aussi qui a annoncé récemment que l'Ukraine doit rembourser euh, tout ce que les États-Unis ont fait comme don à travers leur minerai. Dans ce cas, quel sera l'avenir de l'Ukraine en fait si par exemple le conflit, si il y a un acte de paix qui est signé, quel sera l'avenir de l'Ukraine Alors, enfin, je pense que avec ces ce pertes? genre de débat choque en Europe, choque parce que les Ukrainiens n'ont pas demandé aux Russes de les envahir, si j'ose dire. Et donc, quand un pays n'est pas le principal acteur du conflit, puisque c'est la Russie depuis 3 ans, ils se sont simplement défendus. Ils n'ont jamais cherché à pénétrer en Russie, sauf dans des périodes extrêmes au niveau de la frontière, mais c'est tout. Donc, ils n'ont rien à rembourser puisque ce ne sont pas eux les envahisseurs. Donc, c'est un débat qui, pour les Européens, n'a aucun sens, qui est complètement choquant. Pourquoi en faire les boucs émissaires des volontés de M. Trump d'essayer de s'approprier les ressources de l'Ukraine, qui est un autre aspect qui choque très profondément les Européens compte tenu des souffrances dont les Ukrainiens ont été les victimes depuis 3 ans. Merci pour la réponse qui est vraiment riche en enseignements et très très précise. Bon, je pense qu'on peut laisser la parole aux autres il y Oui, a des mains levées. Bon, Abdoulaye Cissé, vous avez la parole. Bonjour Oui, Salou, bonjour professeur. Je suis bonjour. très heureux de vous rejoindre. Donc, d'abord, un grand merci à la professeure pour la pertinente présentation. Cela dit, je voudrais poser deux questions concernant Allez-y. le conflit russo-ukrainien. La première, donc il y a des penseurs qui croient en fait, qui soutiennent que, comme Jacques Beau, je peux le citer, Jacques Beau, qui soutiennent que le déclenchement du conflit russo-ukrainien découle un peu de la violation des accords de Minsk. J'aimerais savoir, est-ce que vous partagez cette assertion, cher professeur? Ça, c'était la première. Donc, j'en ai une deuxième. Est-ce que vous pensez également que l'Ukraine puisse un jour revenir dans la sphère d'influence russe? Je commencerai par la deuxième parce que ça explique peut-être la première. Je Euh, ne pense pas, très franchement, compte tenu du conflit qu'il y a eu. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je n'ai pas sondé, bien sûr, les Ukrainiens sur place, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis déjà 2014, les mobilisations dans la capitale, par exemple, il y a un sentiment ukrainien. Il y a la définition d'une identité ukrainienne. Aujourd'hui, depuis d'ailleurs les années 90, ils se sont définis une langue qui est proche du russe, mais qui n'est pas le russe. Ce sentiment national a été avivé par, disons, la population en armes telle qu'elle a existé depuis ces 3 dernières années. Donc, je pense que elle a peu de chance quand même. Même si M. Trump veut faire une partie de bras de fer avec Poutine contre l'Ukraine et contre l'Europe, faut pas l'oublier. Je pense que ça ne marchera pas, si j'ose dire. L'Europe va soutenir les Ukrainiens s'il y a un accord, et ben cet accord il sera remis en question avec de très fortes mobilisations et ça va pas du tout se passer tranquillement comme l'espérait peut-être Vladimir Poutine. Lui, ce qu'il espérait, c'était surtout vis-à-vis de sa population pour regagner de la popularité vis-à-vis des Russes. Je crois que les Ukrainiens, c'était pas son sujet numéro un. La Russie est suffisamment riche pour ne pas avoir nécessairement besoin des ressources de l'Ukraine, mais c'était vis-à-vis entre lui et sa population. Je pense que s'il y a un accord, il sera de toute façon refusé par les Ukrainiens, refusé par l'Europe, et ça va continuer à alimenter une mobilisation. Ça ne marchera pas. Alors, sur les accords de Minsk, rappelez-moi, les accords de Minsk, c'est sur quoi? J'enchaîne avec une question subsidiaire rapidement. Donc, est-ce qu'on peut dire que M. Poutine a réussi à créer involontairement une nation ukrainienne? Oui, exactement. Ça, je suis complètement d'accord avec Ouais, vous. Je pense que c'est ouais, vrai que les frontières étaient un petit peu floues, que dans le passé,
les Ukrainiens, c'était des Soviétiques qui se sont battus contre les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, et aussi il y a beaucoup de Juifs. L'Ukraine avait une population juive importante parce que Catherine II, elle avait essayé d'éloigner les Juifs, surtout de Saint-Pétersbourg et aussi de Moscou. Donc la plupart des Juifs russes, comme on disait, mais c'est le cas par exemple de Chagall, hein, étaient ukrainiens. Beaucoup d'auteurs qui sont partis et d'intellectuels qui sont partis aux États-Unis étaient d'origine enfin, nés sur le territoire ukrainien. Ils se définissaient comme russes. Dans les États baltes, il était interdit aux Juifs de s'installer en Estonie parce que c'était trop près de Saint-Pétersbourg. Donc la plupart étaient sur le territoire russe de l'Ancien Régime tsariste, soit en Lettonie, soit en Lituanie, soit en Ukraine et un petit peu en Moldavie. Donc c'était les grands territoires. Par exemple, en France, Monsieur Badinter, très connu parce qu'il a aboli la peine de mort, c'était une famille de Moldavie, par exemple, hein. Donc la plupart n'étaient pas sur le territoire russe proprement dit, mais dans les confins qui étaient l'Ukraine, qui était la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, parce que les tsars ne souhaitaient pas avoir une forte présence juive à proximité de leur grande ville. Et ils n'avaient pas le droit non plus de s'installer en Estonie, parce que l'Estonie était trop proche, selon Catherine II, de Saint-Pétersbourg. Donc, ils se définissaient, ces gens, qui sont partis beaucoup quand ils n'ont pas été massacrés par Staline, ils sont partis se réfugier soit en Europe, dans l'entre-deux-guerres, au début du XXe siècle, mais aussi, bien sûr, aux États-Unis. Et ils se définissaient souvent comme Russes, il ne faut pas l'oublier. Mais progressivement, et notamment depuis 1990, depuis la chute du rideau de fer, l'identité ukrainienne a commencé à se définir, hein. Ils ont pris une langue, etc. Ils ont défini une frontière aussi avec la Russie et ils ont résisté, ils se sont mobilisés au moment de disons, en 2014, donc au moment de cette résistance des gens du Donbass vis-à-vis de l'Ukraine, et entrepris en sandwich, si j'ose dire, entre l'Ukraine et la Russie. Et ce sentiment national, il est très fort aujourd'hui. Il est très fort, même si les gens sont proches, même si culturellement, religieusement, l'Ukraine, c'est le berceau de l'orthodoxie, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, aujourd'hui, ils considèrent qu'ils ne sont pas du tout russes, et c'est peut-être grâce à Poutine, on pourrait dire, que le sentiment national ukrainien s'est affirmé dans toute l'Ukraine. D'accord, Et merci beaucoup. ils veulent récupérer la Crimée Ouais, également. je vous rappelle rapidement la dernière, c'était par rapport aux accords de Minsk. Il y a un chercheur, bon, je pourrais rappeler chercheur, hein, donc Jacques Beau, qui a écrit un ouvrage sur Poutine et qui Oui. soutient en fait que le déclenchement de ce conflit russo-ukrainien découle un peu de la violation des accords de Minsk. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Comment est-ce qu'est définie cette violation des accords de Minsk? Moi, je ne vois pas à quoi il fait allusion. Voilà. Bon, il pense que l'Ukraine n'a pas respecté les accords de Minsk. Donc, il était prévu de garder l'Ukraine dans la zone d'influence russe, en fait. Voilà. Donc, pour que l'Ukraine soit, comment dire, en avant-garde, en fait, de l'expansion de l'OTAN en réalité. Voilà. Oui, mais enfin, l'Ukraine est un pays indépendant. On pourrait très bien dire que l'Ukraine n'a aucune raison de vouloir rester sous influence russe. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine a souffert d'une famine terrible pendant la période stalinienne qui a Ouais. laissé des traces, hein. Et à mon avis, l'Ukraine, qui louche quand même vers l'Europe de l'Ouest plutôt qu'à l'Est, n'a aucune raison. Pourquoi est-ce qu'elle serait une zone d'influence russe aujourd'hui si
elle cherche plutôt à entrer dans l'OTAN, comme on le voit très récemment, et surtout, elle essaye d'entrer aussi dans les pays de l'Union européenne. Donc, je n'ai pas d'exemple de violation de ces accords. C'est pour ça que je vous posais la question Ouais, dans son attitude depuis 1990. ouais. Bon, aujourd'hui, on a entendu le président Trump soutenir que qu'il n'était pas question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Oui, bon, bah, écoutez, ça c'est son point de vue, hein. Après, je pense que l'évolution de la situation euh, peut-être va changer les choses. Ça dépend beaucoup de l'attitude de l'Europe. L'Europe s'est montrée à la fois solidaire, mais en même temps, comme elle n'intervient pas, elle n'est pas intervenue directement d'un point de vue militaire, euh, son soutien est relativement limité. Elle a livré des armes, mais elle n'est pas intervenue. Ouais, Euh, Ça dépendra beaucoup aussi du positionnement de l'Europe en la matière. ouais. Mais en fait, en fait, pour intégrer l'OTAN, on doit avoir l'unanimité en réalité par Oui, rapport à... absolument. Ouais. C'est ça le Ben, problème. pour l'instant, tant que Trump sera au pouvoir, je pense que effectivement, l'Ukraine ne pourra pas entrer dans l'OTAN. Ça dépend de la durée de sa crédibilité Ouais. internationale et aux États-Unis pour Monsieur Trump. D'accord. OK. Merci beaucoup, prof. Merci Abdoulaye Cissé. Prof, je pense qu'il y a des questions sur le chat. Bon, c'est Mamadou Lamine Diandi qui a posé deux questions. La première, c'est, il dit que vous parliez tout à l'heure des réfugiés ukrainiens. Mhm. Pour vous, comment la guerre en Ukraine a-t-elle redéfini les politiques migratoires européennes, notamment face à l'afflux massif des réfugiés ukrainiens? C'est ça la Alors, première question. alors, il y a une protection temporaire, c'est-à-dire une directive européenne de 2001 qui avait été définie par l'Union européenne pour les gens de la crise yougoslave, les victimes de la crise yougoslave, en disant sans doute qu'ils rentreront dans leur pays, donc c'est pas la peine de leur donner le statut de réfugié, quand le conflit sera terminé, ils rentreront dans leurs États respectifs de l'ex-Yougoslavie. Alors, ensuite, on n'a plus appliqué cette protection. Et en fait, on n'a même pas eu le temps de le faire puisque le conflit s'est terminé avant qu'on applique cette protection. Et l'avantage de cette protection pour les Ukrainiens, c'est qu'on a tout de suite accès aux droits. Donc, on a le droit d'avoir un titre de séjour, on a des droits sociaux, on a des cours de langue, on a une aide à l'insertion professionnelle. La scolarisation des enfants existe aussi, mais elle existe pour tout le monde, pas seulement pour les gens de la protection temporaire. Et surtout, on a le droit de retourner dans son pays une fois que le conflit est terminé. Alors que si on est réfugié, si on rentre dans son pays, on risque de perdre son statut de réfugié. Donc c'était un avantage pour ceux qui, considérant que leur région, surtout à l'ouest, n'était pas totalement démolie, ont voulu rentrer chez eux. Mais effectivement, ça correspond à des conflits de courte durée qui ne sont pas des situations définitives et c'est pas ce qu'on a appliqué aux Syriens qui, eux, ont dû candidater pour l'asile sans avoir droit au début à toutes ces prestations sociales qu'offrait l'Union européenne, mais avec l'idée pour une partie d'entre eux que le conflit était fini et qu'ils allaient rester dans les pays européens où ils s'étaient rendus. Voilà. Donc, la protection temporaire. Alors, l'avantage, c'est que donc l'Europe s'est mobilisée en disant les Ukrainiens, il faut qu'ils aient un statut, on leur applique la protection temporaire de 2001. Les États européens, chose jamais vue pour les autres réfugiés, on a vu, disons, toutes les administrations européennes, les préfectures, par exemple en France, en disant qu'il faut accueillir les personnes. On rêve, moi, qui essaye de défendre quand même la cause des migrants, je me suis dit, c'est merveilleux. Ce qui n'était pas possible pour les uns est devenu possible pour les autres. Ensuite, à l'échelon local, on a vu qu'ils pouvaient être logés. Souvent, on disait, mais non, il n'y a pas de logement. Mais si, il y en avait des écoles fermées, des logements sociaux fermés qui ont été réhabilités, etc. Et puis aussi, donc, non seulement une mobilisation institutionnelle, administrative à tous les niveaux, européen, national et local, mais aussi citoyen, des associations, et notamment un réseau d'associations qui s'appelle Anvita, l'Association nationale des villes et territoires accueillants, a décidé
de solliciter les citoyens pour qu'ils accueillent à leur domicile les personnes qui étaient donc sans rien. Et c'était surtout des femmes et des enfants qui ont été accueillis. Donc, on a eu une sorte d'accueil, un accueil assez exemplaire en la matière et euh, tout ce qui n'était pas possible pour les autres est devenu possible pour les Ukrainiens. Donc voilà, parce que les Ukrainiens, pour les Européens, c'est des blancs, c'est des chrétiens, et donc ils ont été attaqués par la Russie. Il faut les soutenir en tant que être solidaires de ces Européens. C'était un peu ça l'approche. Alors, donc ça a très bien marché, l'accueil des Ukrainiens. Et aujourd'hui, on a eu une très bonne insertion de ceux qui voulaient rester aussi en France. Merci. C'est toujours Mohamed, c'est toujours Lamine. Sa deuxième question, c'est que quelles leçons peut-on tirer de la gestion humanitaire de cette crise par rapport à d'autres conflits récents? Alors, c'est une très très bonne gestion humanitaire, hein, je dois dire, parce que ils sont considérés comme des victimes d'un État très puissant aussi, hein. Souvent, ceux qui partent, ils quittent un pays pauvre, en crise, etc. Et là, on dit quand même, ils sont petits vis-à-vis de l'invasion russe, qui ressemble beaucoup à une invasion à la soviétique, si j'ose dire. Donc, je crois que ça, il y avait cet aspect-là. Ils sont victimes d'un grand méchant voisin qui veut à nouveau les réannexer. Donc, cet aspect-là a été particulièrement sensible. Je pense que ça donnait une certaine légitimité et puis aussi à la résistance dont a fait preuve Monsieur Zelensky. Monsieur Zelensky, il a acquis une notoriété, une reconnaissance, une admiration sur la scène internationale extraordinaire compte tenu du peu de moyens dont il disposait et sa capacité d'aller voir toute une série de potentiels soutiens sur la scène internationale. Donc ça a beaucoup impressionné la plupart des réfugiés. Donc il y avait un ensemble à multiniveau, comme on dit en sciences politiques, d'accueil des Ukrainiens, ce dont ne bénéficient pas du tout les autres réfugiés. Souvent, ils quittent leur pays individuellement. Ils doivent individuellement demander l'asile. L'asile n'est pas acquis. Aujourd'hui, le taux de reconnaissance en France, par exemple, on est autour de 35%. Ça veut dire qu'il y en a 65% qui n'obtiendra pas l'asile. Souvent, on discute de leur légitimité à correspondre à la Convention de Genève sur la notion de persécution ou de crainte fondée de persécution. Et l'accès au droit et le parcours du combattant, il ne faut pas l'oublier. Une partie d'entre eux ne sont pas logés, ils n'ont pas le droit de travailler en France, même si juridiquement ils ont le droit, mais souvent ça leur est refusé pour ne pas attirer de potentiels candidats au travail, alors qu'on en a besoin, mais ce serait une autre conférence. Et donc, en fait, le traitement des Ukrainiens a été un traitement d'exception par rapport aux autres réfugiés, aussi bien les Syriens que beaucoup de subsahariens qui demandent l'asile en France. Donc, ils ont eu un très grand soutien, si j'ose dire, de la part de la population. Comme ils étaient peu nombreux dans notre pays, il n'y a pas eu d'effet de rejet. En Pologne, je regardais la presse récemment, il disait que qu'il y avait un début de lassitude, si j'ose dire, dans ce deuxième pays d'accueil, sur fond de campagne électorale. Pour la présidentielle, ils font l'objet d'une hostilité croissante, et notamment à Varsovie. Euh, mais en Allemagne, les Ukrainiens qui étaient déjà là, mais comme travailleurs, contribuent à l'économie nationale. Et ils ont Merci. tous la protection temporaire. D'accord, merci. Bon, je pense qu'on peut enchaîner directement sur la question de Fat Bintou Nia. Bon, sa question est de pouvons-nous connaître les conséquences de l'invasion ukrainienne par la Russie sur les BRICS? Ah Les oui, conséquences alors de ce que l'invasion je par la regardais Russie. hier la carte
beaucoup de pays du Sud ont plutôt été neutres ou ont parfois soutenu aussi la Russie euh, dans les négociations internationales. Dans l'ensemble, le Sud du monde est plutôt je dirais neutre et même parfois pas complètement hostile à la politique de Monsieur Poutine dans le monde. Hein. Et je crois qu'il faut il faut le signaler, mais surtout parce que et aussi à toute une série de violations des droits de l'homme qui se trouvent aujourd'hui en Chine, parce que la Chine est très présente dans un certain nombre de pays du Sud sous forme d'aide, et donc il y a une certaine neutralité des pays du sud du monde à l'égard de quelques grands, disons, chefs de l'international comme la Russie ou la Chine. Et donc, ça, pour les Européens, c'est un peu difficile à comprendre parce que eux considèrent que ce sont des dictateurs et qu'ils voudraient mener le monde sans le consentement des populations. Donc ça c'est un problème que l'on constate un petit peu partout. Pour répondre à la question qui m'était posée, les BRICS, c'est un ensemble très hétérogène, j'aurais tendance à dire, puisqu'il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud et la Chine. Hein. Dans la salle de jeu. En fait, c'est un ensemble disparate sur le plan surtout diplomatique, puisque l'Inde essaye de se rapprocher un peu de l'Europe, notamment dans les nouvelles amitiés, si j'ose dire, entre les États-Unis et la Chine, puisque un des ennemis aussi de la Chine, il y a l'Inde. Donc l'Inde essaye de trouver d'autres soutiens, et l'Afrique du Sud est un peu hors de ce genre de conflit et donc hors du débat. Ce qui fait que et le Brésil aujourd'hui, il n'est pas non plus tellement dans cette approche. Il a accueilli, il ne faut pas oublier que un certain nombre d'Ukrainiens sont partis en Finlande, sont partis dans les pays d'Amérique du Sud, dont le Brésil et l'Argentine, puisque ce sont des pays de droit du sol qui donnent rapidement la nationalité aux migrants, aux réfugiés. Et donc, le Brésil est relativement favorable aux Ukrainiens, mais hors du débat. Donc aujourd'hui, les BRICS sont un ensemble tellement disparate qu'ils ne sont pas une force unie internationale pouvant donner une réponse vis-à-vis du conflit ukrainien. Merci, prof. Bon, il y a une autre question de Mohamed Dien. Mohamed a dit, ma question concernant la Russie, on note que le peuple russe adhère toujours au discours du Kremlin concernant la guerre. Il utilise même les éléments de langage fournis par l'État russe, comme par exemple parler d'opérations militaires spéciales au lieu d'invasion ou de guerre. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que le résultat d'une propagande gouvernementale réussie ou le reflet d'une certaine légitimité de la guerre aux yeux des Russes? Merci. Les Russes, aujourd'hui, dans l'ensemble, moi je l'ai observé parce que j'ai eu beaucoup d'échanges, très intéressants d'ailleurs avec mes collègues des universités russes. En fait, finalement, peu à peu, ils ont trouvé que Poutine était quelqu'un qui leur avait permis, ce qui est vrai d'ailleurs, de mieux vivre, hein, mieux vivre après des années de privation, etc. Donc, je pense qu'ils sont reconnaissants dans l'ensemble, hein, pas tous, heureusement qu'il y a aussi d'autres sons de cloche, mais ils sont reconnaissants à Poutine d'avoir réincarné la grandeur russe, soviétique, puis russe d'avant et d'après, et également de leur avoir permis de mieux vivre. Donc je crois que ça, c'est un aspect qui est très partagé parmi beaucoup de gens qui ne sont pas des politiques, des soutiens de Poutine, mais l'opinion publique, si j'ose dire. D'autre part, en Russie, il ne faut pas oublier que tous les moyens d'information sont verrouillés. Hein. Il y a un contrôle des médias qui est extrêmement strict. Un certain nombre de journalistes ont été tués, il ne faut pas l'oublier. L'opposition, notamment M. Navalny, a été également liquidé, pour dire les choses.
Donc, il n'y a pas une liberté d'information pour se faire une opinion à la matière. Donc, je pense qu'ils sont en permanence devant leurs écrans de télévision qui dit que les Ukrainiens sont des nazis. C'est pour ça que j'ai insisté sur cet élément de langage et qui montre, sans parler d'ailleurs des victimes, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont des jeunes Russes qui sont morts au combat. Il ne faut pas l'oublier. Eh bien, tout ça, c'est pour la grandeur de la Russie. L'Ukraine doit revenir dans le giron russe et donc il faut continuer la guerre. Comme tant que ça n'affecte pas véritablement leur quotidien, eh bien, ils sont fiers de cette guerre qu'ils assimilent un peu à Stalingrad. Hein. Ce serait une deuxième guerre patriotique, si j'ose dire, pour reconquérir le mouton noir ukrainien qui a quitté le giron russe, pour simplifier. Merci pour les réponses précises, prof. Bon, je demande les participants, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien il y a des gens qui veulent réagir par rapport à la présentation ou bien par rapport aux réponses données par prof Catherine? Bon, c'est toujours Mohamed Dien. Sa deuxième question est que la guerre d'aujourd'hui se déroule autant sur la terre ukrainienne Oui, que celle russe. Par oui. conséquent, sa nature a-t-elle évolué? C'est ça sa question. Pour l'instant, elle est quand même surtout sur la terre ukrainienne, qui a été russe, hein, mais c'est quand même l'Ukraine qui fait les frais de la plupart de tout ce qui a été détruit dans les grandes villes d'Ukraine. Pour l'instant, les grandes victimes, ce sont quand même les Ukrainiens en termes des victimes civiles et les victimes en termes de villes démolies. Parce que les Ukrainiens n'ont fait que quelques incursions en Russie, mais pour l'essentiel, c'est la Russie qui est présente sur le territoire ukrainien. Merci, prof. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Bon, prof, j'ai une question. Allez-y. Bon, je demande, après la mort du chef de file de Wagner, Du bon, chef de file de... Wagner, le groupe Wagner, Ah oui, oui, de Wagner, oui, d'accord. ouais, chef de file de Wagner. Bon, je demande, est-ce que, puisqu'on voit en ce moment-là, la propagande que faisait ou bien la participation de Wagner s'est un peu diminuée par rapport avant la Mhm. mort de son chef de file. Bon, quel sera son avenir après la mort du chef de Wagner, moi, je me réfère parce que là-dessus, j'ai pas de connaissances suffisantes du détail. Hein, je peux pas vous le dire comme ça. Le sentiment que j'ai, c'est que ça a quand même beaucoup affaibli la présence du groupe, notamment en Afrique, tel que j'ai pu le lire dans les journaux, qui était ma seule information en la matière. Je pense que la présence russe en Afrique a été sans doute affaibli, diminué depuis la disparition de son chef par la volonté de Poutine, quand même, du régime russe actuel. Il ne faut pas oublier que c'était d'abord un proche et puis ensuite c'est devenu un homme à abattre parmi d'autres. Hein. Je pense que ça a plutôt affaibli la présence russe dans les régions qui étaient en rébellion dans certains États africains. Merci, merci, prof. La deuxième question, c'était quoi? C'était que quel est le rôle que la Tchétchénie a joué par rapport à l'invasion de l'Ukraine par la Russie? Le rôle de la Tchétchénie, en fait. De la Tchétchénie? Oui. Quel rôle la Tchétchénie a joué sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie? C'est-à-dire que euh, la Tchétchénie était un territoire que, bien sûr, que Poutine a essayé de reconquérir. Kadyrov, qui était à la tête de ce pays, et s'est beaucoup opposé d'abord à l'invasion russe, notamment le massacre qui s'est produit à Grozny, par exemple. Hein. Ça a été une très forte résistance, faut pas l'oublier, la Russie a écrasé à Grozny la rébellion
du régime de M. Kadyrov. Son fils lui a succédé et son fils a été rallié aujourd'hui à Poutine. Et donc, la Tchétchénie est rentrée dans le rang en échange de sans doute d'aide très importante du côté de la Russie, de la reconstruction de ce qui avait été démoli. Et aujourd'hui, on n'entend plus tellement parler de la Tchétchénie, mais c'était une guerre très violente avec des chefs de guerre rebelles, etc., tels qu'ils étaient décrits par la Russie, en tous les cas. Moi, j'avais assisté à une thèse là-dessus. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que la guerre menée par la Russie à l'égard de ceux qu'elle considère comme des ennemis, c'est le cas aussi, elle s'est heurtée quand même, elle a échoué pour l'instant également en Géorgie, faut pas l'oublier, hein. Ça a une limite à partir du moment où les gens considèrent plus que les guerres que mène la Russie sont véritablement légitimes et qu'ils acceptent plus que leurs enfants partent à la guerre. Donc ça, c'est la limite. Et moi, j'ai pu le mesurer puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec des Russes qui étaient en France, hein, au moment de la guerre de Tchétchénie. Ils n'étaient pas tellement favorables quand même, hein, à l'idée de même. Il y avait le soutien à Poutine lors de cette guerre était assez limité dans l'opinion publique internationale de Russes de l'extérieur, peut-être pas de l'intérieur, mais l'idée de la légitimité de sacrifier de jeunes soldats pour la cause du ralliement de la Tchétchénie était pas très très acquise, si j'ose dire, hein. Donc bon, c'était plus petit, c'était un conflit beaucoup moins important que l'Ukraine, qui concernait très peu l'Europe. Donc l'Europe ne s'en est pas considérablement mêlée, si j'ose dire. Mais là, aujourd'hui, si, parce que l'Ukraine, c'est la voisine de la Pologne et d'autres pays européens. Donc, on considère que c'est un sujet central pour l'Europe, qui montre un peu sa faiblesse diplomatique en tant qu'Union européenne dans la gestion depuis ces 3 années de la guerre en Ukraine. Merci encore, Prof. Catherine. Bon, Abdoulaye Sisse vient partager concernant le remplaçant du groupe Wagner en Afrique. Il a dit que c'est l'Afrique Corps à remplacer le groupe Wagner en Afrique. Oui, mais est-ce qu'il est très présent? Oui, pour lutter contre la montée d'un certain nombre d'extrémismes dans certaines régions, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a une telle présence, une telle légitimité? Je ne sais pas. Moi, je suis pas sur place, donc je peux pas répondre là-dessus. Parfait. Il y a une deuxième question de Fat Bintou. Fat Bintou veut savoir quel rôle des organisations internationales comme l'ONU dans ce conflit. Quel est le rôle des organisations internationales comme l'ONU dans ce conflit russo-ukrainien? Ukrainien, dans l'ensemble, l'ONU condamne, puisque l'ONU est pour la paix et elle considère que c'est un conflit illégitime, l'invasion par la Russie du territoire ukrainien. Donc l'ONU, c'est pour ça que d'ailleurs que M. Zelensky est venu plusieurs fois parler, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies, qui soutenait sa position en la matière. Merci, prof. Je pense est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que tout a été clair et merci pour les réponses pertinentes et vous aussi pour votre belle présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une dernière question de Mohamed Dien. Je pense qu'après cette question, on peut clôturer le panel. D'accord. Ouais, comme ça, on vous donnera la parole et vous pouvez parler sur le mot de la fin. Comme ça, on clôturera le panel. Bon, c'est une question de Mohamed Dien. Est-ce qu'un changement de régime en Ukraine, selon ce que nouveau régime en question soit plus ou moins enclin à des concessions à Poutine, pourra redéfinir les relations? Ce qui est défini pour l'instant, c'est l'utilisation la mise en commun des ressources de l'Ukraine à la demande de M. Trump en échange de minerais contre une protection américaine
et en disant qu'un accord serait en cours de finalisation. Donc ça déjà c'est un sacrifice considérable pour l'Ukraine et pour Monsieur Zelensky. Et donc ce serait la façon dont Trump et Poutine envisagent de terminer le conflit. Mais je pense qu'il y a une telle mobilisation dont on a parlé, la montée d'un tel nationalisme ukrainien, que ce genre d'accord ne pourra pas être accepté par la population. Donc la population, elle va continuer à se mobiliser contre la Russie. Et je pense que le résultat sera l'inverse de ce que pensait M. Poutine. C'est pas des gens dociles. C'est pas parce que leur président est un ancien acteur de théâtre que c'est facile de maîtriser le territoire et la population ukrainienne. Donc, on va retarder un accord de paix qui ne sera jamais accepté comme tel, et la population va continuer à se mobiliser. C'était le cas aussi de l'Afghanistan. Il ne faut pas oublier qu'il y a le précédent afghan, 79, la Russie avait envahi l'Afghanistan, pensant qu'elle pourrait être présente sur ce territoire. Il y a une très forte mobilisation ensuite encouragée par les États-Unis, il ne faut pas oublier, des religieux, des talibans, etc. Et le pays a été en guerre depuis 40 ans. Je pense que l'Ukraine, si jamais on a l'accord que envisagent Poutine et Trump est conclu, la mobilisation sera très très forte, avec une très forte popularité de M. Zelensky. Donc, ce sera l'inverse de ce que voulait Poutine, c'est-à-dire, disons, à bas bruit, se reconstituer ce que pouvait être l'ancienne Russie. Merci beaucoup, Prof. Catherine. Bon, je pense que le temps nous est rattrapé. Je pense on peut s'arrêter là. Et à travers ma voix, le LASPAD vous remercie infiniment d'avoir accepté Moi qui de vous remercie nous de m'avoir interviewer invité. de manière riche et aussi généreuse. En tout cas, on vous remercie de votre disponibilité et on vous laisse. Bon, peut-être vous avez quelque chose à ajouter pour le mot de la Non, fin non, je avant voulais qu'on. juste m'excuser pour les bruits de fond enfantins qui ont ponctué le début de ma conférence. Mais c'est tout. Sinon, je pense que j'ai essayé de répondre aux questions qui étaient posées, mais j'ai vu que vous avez beaucoup de participants qui sont très, très connaisseurs de cette situation internationale. Bravo à vous tous, à vous surtout qui avez animé, mais aussi à toutes les questions qui ont été posées. D'accord, merci beaucoup. Merci aussi aux participants. Je pense qu'on peut lever la séance. En tout cas, on vous remercie et on vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour un autre séminaire concernant toujours aussi les relations russo-africaines. Bon, on remercie tout le monde. Merci beaucoup, prof. Merci à tous. Merci pour les questions, merci pour l'initiative. D'accord, merci beaucoup, prof. Merci. Au revoir à tout le monde.